Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui notre invité c'est Julien Monclar, le manager général de l'ADA Blois. Avant d'entrer dans les détails sur notre échange avec Julien, on voulait juste vous annoncer que c'est officiellement notre anniversaire. C'est les 1 an de la Process Corp. Pour fêter ça, mais également les 1000 abonnés de YouTube, on a organisé un jeu concours. Vous avez toutes les infos dans la description pour essayer de gagner des petits cadeaux pour vous remercier. Avec Julien, on a commencé par son double cursus d'études mais également de joueur. Il est allé jusqu'en Pro B avec Antibes, et puis rapidement comment il est arrivé à l'ADA Blois, son besoin d'autonomie, pourquoi ce club était parfait pour lui, et puis ensuite ses visions un peu plus générales sur qu'est-ce que c'est qu'un manager général, comment on construit une équipe, comment on construit un projet, et puis ensuite on est rentré un peu plus dans les détails sur sa vision du marketing, comment promouvoir le basket, les investisseurs, le marketing, l'attractivité du basket, un peu tous ces sujets, comment uniformiser les règles, comment utiliser la NBA. On est parti un peu plus en mode café des commerces, mais vous allez voir, c'est très très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de la Process Corp. Merci beaucoup. Déjà, moi je commence toujours par remercier les invités de prendre du temps, parce que souvent ça prend du temps d'avoir des discussions comme ça, donc c'est gentil. Dans un quotidien, je sais, très chargé, surtout quand tu es manager général. Oui, il est chargé, mais tu as aussi la maîtrise de ton agenda et puis voilà, c'est la passion. Puis comme je te l'ai dit, la qualité du peu que j'ai pu observer, parce que j'ai pas tout regardé sur les contenus, ça interpelle. Donc on se dit, quand il y a des gens qui ont des initiatives positives, autant accompagner le mouvement. Bah, c'est gentil. C'est gentil, merci. Je te propose qu'on commence par parler de ton travail, la notion de manager, parce que tu as commencé comme joueur et puis tu as fait une transition avec les études. Dans ce que j'ai vu, tu as fait un master de juriste du sport. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu as commencé pendant ta carrière de joueur. Et puis en fait, au final, ça commençait à être trop compliqué et tu as laissé de côté le joueur pour te concentrer aux études. Si c'est résumé, c'est un peu trop résumé peut-être. On peut le voir comme ça. Après, non, en fait, j'ai fait un cursus on va dire de bons joueurs jeunes voilà, qui assez rapidement, on va pas prendre tout l'historique, mais Cadet France à l'époque, donc U18. Euh, Évidemment, avec par rapport à mon parcours personnel, pas mal de déménagements, mais stabilisé donc à. Forcément. Et j'ai toujours été un élève qui arrivait à s'en sortir sans trop de difficultés, on va dire. Ouais. Et ça a déjà commencé là, le côté différenciant, c'est que là où tous mes coéquipiers étaient dans une structure particulière, sport-études, à Adapté. Antibes, c'était pas mon cas, pour une raison un peu particulière, c'est que j'ai fait mon orientation en seconde, j'étais pas à Antibes. Et on a choisi, parce que c'est quand même toujours avec un avis familial, j'ai fait littéraire, moi. D'accord. Et il n'y avait pas de section littéraire, donc j'aurais été seul dans ma section, dans ce sport-études-là. Ok. Et mes parents n'ont pas voulu, donc j'étais le seul à être au lycée d'Antibes, le lycée Audiberti, centre-ville d'Antibes, et à m'arranger pour être à l'entraînement tout le temps, parce que ça, j'ai réussi à jongler, mais j'avais pas le même emploi du temps que les autres. Ouais, forcément. Et du coup, bon, ça n'empêche pas. Justement, ça m'a permis aussi d'avoir deux cercles d'amis, de ne pas être qu'en vase clos dans le côté basket. Et donc, du coup, tout ça s'est enchaîné. Il y a eu le bac, et puis l'orientation après bac. Donc, il y avait plusieurs possibilités, dont certaines étaient très exigeantes au niveau du temps. Mm. On parle de prépa ou de choses comme ça. Il m'avait accepté, donc c'est une petite fierté, mais j'y suis pas allé parce qu'il fallait trop travailler et que le basket était trop chronophage et je pense pas que j'avais la capacité à m'enfermer à faire que bosser. C'était Ouais. sur le plan scolaire, clairement. Et le basket aurait dû être. J'étais pas prêt à m'écarter du basket, à pas encore 18 ans. Et donc voilà, et du coup, parmi la multitude de choses à laquelle on pouvait avoir accès après bac, c'était le droit pour le contenu et la polyvalence des débouchés qu'il pouvait y avoir derrière. Et, Ok. et je suis parti là-dedans en étant à l'époque espoir pro à Antibes.
Voilà, Ouais, parce que et c'était le début comme ça. Et les 3 années de droit à la fac de Nice avec le groupe Pro B, Pro A puis Pro B à Antibes, ouais, c'était un gros rythme, c'était très difficile. Donc le double projet n'était pas simple. On n'est pas dans un pays malheureusement post-bac, c'est dur de faire du sport de haut niveau et des études. Il y a des gens qui arrivent. Le problème c'est que moi j'avais quasiment un triple projet, parce qu'il faut se regarder en face aussi. Il y avait un petit peu la foire dans mon triple projet, et faut le reconnaître. Et j'avais l'impression, comme beaucoup de jeunes gens de 20 ans, que je pouvais tout faire. Et ouais, puis il y a eu des blessures, il y a eu des choses comme ça. Puis il y a le niveau intrinsèque. Peut-être que j'aurais pu prétendre à ci ou ça, mais je pense aussi qu'il y avait des limites, et ouais, mentales et physiques et de talent. Donc j'ai eu la chance de pouvoir évoluer un petit peu en Pro B. Et puis après, bah, il est apparu que c'était plutôt continuer les études et aller sur les niveaux intermédiaires. Allez, une petite pointe de regret après la Pro B, là, de ne pas avoir chassé le club de N1. J'ai plutôt chassé la fac, je suis parti à Lyon. Et il y avait un ouais. club de N2, Isère-Savoie à l'époque, qui m'a pris, qui était un joli club de N2. J'ai vécu des moments sympas là-bas, ça me payait mes études, c'était sympa. Euh, mais tout de suite en arrivant, voilà, peut-être que l'étape N1 aurait été sympa à vivre. Ouais, Peut-être je aussi comprends. que j'aurais pas pu continuer mes études comme je l'ai fait, puisque la N1, même si on parle d'un temps un peu qui commence à être un peu lointain, nécessitait un volume d'entraînement encore un peu supérieur. Et comme je l'ai dit, quand tu commences à être en Master 1, Master 2, sauf à faire tout par correspondance, à être très accompagné, tout à distance, la France n'est pas un pays C'est- de sportifs étudiants. Non, et puis Voilà c'est un pas peu facile à le faire tout à trajet. Et distance, donc ça. le basket s'est éloigné, pour répondre à ta question initiale. Et il a apparu que de toute façon, Ouais. ma carrière, elle se ferait pas en tant que joueur. Voilà. Ouais, je comprends. Et le droit, alors, c'était vraiment un choix d'opportunité de carrière. C'était pas forcément une passion, tu t'es juste dit, ça va m'ouvrir plein de portes, et du coup, c'est pour ça que je le fais. Ça peut pas être une passion parce que tu n'en as pas fait au préalable, donc tu peux pas. Ouais, Mais si, c'est ça vrai. m'intéressait beaucoup. Mais en fait, c'est une discipline. C'est pas une discipline, le droit. C'est un thème dans lequel il y a plein de directions. Ouais, Et j'ai toujours aimé l'histoire géo. J'ai toujours, même si on n'en fait qu'en terminale, mais déjà tu l'abordes avec le français, la petite appréhension de la philo. Alors le droit, c'est pas la philo, c'est pas ce que je dis, mais tu peux mettre beaucoup d'intention derrière le droit. Et au final, moi qui bosse dans le privé et qui traite jamais, mais les options que j'ai souvent prises, en droit, voilà, à partir de la licence, on commence à choisir ses thèmes encore un peu plus. La ouais. licence, c'est la troisième année pour les plus jeunes, à l'époque. Non, c'est histoire des idées politiques, droit constitutionnel approfondi, donc comprendre comment la société fonctionne. Voilà, donc j'avais un profil un peu atypique par rapport à mes camarades, on va dire. Mais Ouais. ouais, j'ai toujours bien aimé plutôt comprendre les choses que les apprendre et les restituer. Et c'est vrai que le droit a cet écueil-là, comme d'autres disciplines où on peut parfois le réduire à apprendre les choses par cœur, mais ça n'a jamais été mon fort. Ouais, je comprends. Ok. Et en fait, j'avais l'impression que, ouais, alors tu peux être avocat, euh, tu peux bifurquer sur des écoles diverses et variées, tu peux bifurquer sur du Sciences Po. Il y avait un lien avec le sport. C'est une époque où aussi, en termes d'avenir, ça commençait à se construire. Pourquoi pas agent sportif? Euh, Ouais. Moi, je suis en football, mon club, c'est l'Olympique Lyonnais. Je me disais, le gars qui a un job incroyable, c'est Bernard Lacombe. Alors, j'ai pas été avançant de l'équipe de France, mais à l'époque, je trouvais génial son job, voilà, Ouais. plus que directeur sportif encore, vraiment de conseiller, d'apporter cette vision et sportive et développement club. Donc, c'était des choses qui commençaient à poindre. Et ces études-là semblaient, alors que c'était beaucoup moins organisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une école de management du sport à chaque coin de rue, mais ça semblait être la formation socle qui pouvait ouvrir ça. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, Ouais, ça je s'est, ça comprends. s'est confirmé jusqu'à ce qu'il y ait en effet une spécialisation sur la dernière année, Vers le sport. administration des Et, affaires, juriste du sport, en effet. Voilà. ok. Et pour cette volonté de toujours comprendre pourquoi, parce que tu as parlé de l'écueil de la philosophie, de se poser des questions de
pourquoi ça fonctionne comme ça, comment on pourrait l'améliorer. C'est un truc que tu as depuis tout petit, ça? Ou ça s'est construit au fur et à mesure? Je pense que ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours un peu eu, c'est que pour intégrer quelque chose, pour l'apprendre, j'ai besoin de Ouais. comprendre. On peut pas me dire, Je suis pareil, donc je comprends ça très c'est bien. rouge, et ouais, non, il faut que j'accepte il faut que je comprenne pourquoi ça l'est, il faut que mon Pourquoi c'est cerveau rouge? l'intègre. Sinon, je peux pas restituer la consigne, ce qui fait de moi un élément un peu. J'ai conscience aussi, là je travaille dans un club sportif, donc c'est une petite structure à taille très humaine, etc. Et c'est aussi je sais pas ce que je pourrais donner dans une multinationale ou dans des structures comme celle-là, ou qui ont des process un peu plus fermés, parce que j'ai ce côté-là qui a besoin de comprendre, et qui a peut-être aussi développé un caractère peut-être un peu moins malléable par moment. Mais ouais, je pense que ça se construit dans le temps, mais que c'était là, déjà là depuis l'enfance. Quand tu t'intéresses aux choses, tu t'y intéresses, mais tu veux les comprendre. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui vient de loin. C'est pas faire la psychanalyse, mais ouais, je pense qu'il y a de ça. Ouais, je suis pas Freud, on va pas parler de ce genre de choses-là, on va pas t'allonger avec un oreiller, bon, c'est intéressant. Et puis tu vois aussi d'entendre ce genre de choses parce que on est dans un pays aussi où on valorise beaucoup les études scientifiques. Et que si tu essaies de comprendre pourquoi, eh ben, il faut que tu essaies de comprendre technologiquement ou scientifiquement pourquoi ça fonctionne. Et c'est pas vrai en fait. Cette appétence-là, tu peux la développer, comme tu l'as dit, dans les côtés juridiques, tu peux la développer d'un côté philosophique, tu peux le développer d'un côté historique. Il y a plein de métiers et c'est pas forcément une compétence qui amène pas forcément à une carrière, quoi. C'est après à toi de trouver, de combiner le reste de tes compétences pour trouver ce qui Et puis t'aborde. les grands scientifiques, les meilleurs en général, sont des gens qui veulent comprendre et mettre du sens sur ce qu'ils font, hein. C'est pas des, C'est c'est sûr. pas des, c'est pas des ordinateurs, hein. Ah, pas Les du tout. génies, les génies, ce sont des gens voilà, ils sont pas fermés sur. C'est pas des monomaniaques en général. Non, non. Mais il n'y a pas que eux voilà, qui ont envie de comprendre pourquoi. Je pense que Non, mais c'est les c'est leaders. intéressant. C'est les leaders, donc ils montrent l'exemple. Mais ouais, ouais. C'est ça. Mais voilà, on est d'accord. Et ensuite, une fois que tu t'es arrivé, tu as fini ton master, tu as pris un peu plus de temps, je crois. Pas forcément, tu avais des horaires aménagés au départ, etc. C'est la question, du coup, tu t'es spécialisé, donc ça s'est fait petit à petit. Bah, Et t'es pas parallèlement, je rentré tout de continue suite à à l'école, jouer non? en fait pour gagner un peu d'argent, donc jouer en National 2 grosso modo. Ouais. Et puis pas pour gagner un peu d'argent, ça me payait mes études, mais c'est parce que j'aime le basket d'abord, C'est avant. surtout la Mais passion. mais c'était voilà, je travaillais pas quoi, j'avais pas besoin de travailler à côté pour payer mes études, donc ça c'était voilà, c'est aussi un vrai confort, parce que quand tu commences à 21, 22, 23, bah voilà. Mais ouais, bah c'est un niveau, ça a décliné tout doucement. Tu sors de centre de formation, t'es prêt, enfin de centre de formation et de pro, d'un groupe pro, Ouais. t'es prêt pendant 1, 2, 3 ans, t'es sur le rythme, euh, physiquement, techniquement, t'es dans la foulée. Puis là, tu sens que toi, ça drop un petit peu. Euh, J'étais frustré, alors, parce que tu as des attentes vis-à-vis de tes coéquipiers, tu as pris des habitudes d'un certain niveau, donc tu commences à ressentir des frustrations, et tu te dis que de toute façon ça va pas dans la bonne direction, que le cercle est vicieux, on va dire, et que de toute façon le moment où il aurait fallu faire les choses, c'était avant, donc si ça avait dû passer, ça passait avant. Et comme il y avait ce cursus universitaire, plutôt que partir dans une carte de 10 ans en National 2, essayer de gratter peut-être de la N1, peu importe, et Ouais. aller dans des bleds un peu improbables et construire une vie un peu pas forcément stable, avec tout le respect pour ces niveaux-là, mais c'est pas le C'est choix dur. qui s'impose. Enfin, l'autre choix s'imposait, en fait, Ouais, je comprends. de, et avec l'opportunité de pouvoir allier le la profession et la finalisation du parcours universitaire avec la passion. Et c'est ça la clé en fait. Donc à partir du moment où tu peux faire ça, c'est très facile de renoncer à. Très facile, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas très compliqué de renoncer au fait de jouer, sachant qu'on ressent des frustrations. Ouais. Donc j'aurais dû changer complètement
comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure, aller faire une prépa et me dire je fais plus de basket et j'approche plus du terrain et il n'y a plus rien à voir, ça c'est très dur. Après, la perspective de pouvoir travailler, après ça s'est circonscrit à soit en tant qu'agent, soit dans un club, te donne de la motivation, te donne du feu, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais. Ouais, mais je comprends très bien parce que moi j'ai un peu le même parcours où j'ai fait des centres de formation et puis après moi pour le coup j'ai fait le choix inverse à toi, c'est-à-dire que j'ai pris la prépa et ça va vraiment couper du basket et passer de centre de formation à je sais plus, je jouais un petit peu pour oxygéner le cerveau mais je crois que c'était en junior région. Bah forcément Ouais, les deux exigences entraînements sont par semaine, différentes. quoi. Voilà, c'est ça. Et tu passes de tous les jours, parfois 2 fois par jour, à 2 entraînements par semaine et tout. Bah, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes exigences. Il faut et t'es pas habitué quoi. T'es habitué à une certaine façon de faire. T'attends des choses de tes coéquipiers, etc. Faire le switch c'est compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté pour ça aussi parce que tu t'y retrouves plus totalement ton compte. Ouais, Et il c'est y a des ça. frustrations, comme tu disais. C'est ça. C'est Et ça. c'est pas agréable. Du coup, t'as arrêté complètement. Même Non, parce qu'en fait, après, non, parce que t'as toujours un club qui a besoin d'un coup de main, ton ancien club ou ouais, quoi, donc ça a été un peu ça. Mon club était en difficulté, mon dernier club, Fréjus, était en difficulté, donc j'avais dit que j'arrêtais, mais bon, il y avait un recalibrage total. Voilà, N3, N2, même ils sont descendus après, enfin, le club est descendu en régional, il y a eu des gros problèmes. Voilà, j'ai joué un peu en pré-national, même quelques matchs la dernière année, et là j'étais vraiment en recherche active d'un projet. ok. Et c'est là que Blois, parmi d'autres clubs, avait une annonce pour un responsable marketing à l'époque. Et dans le cadre des clubs, il y avait un peu deux options. À l'époque, la porte d'entrée, c'était le commercial, parce que le cliché, c'était un club embauché que si tu payais ton salaire en allant chercher du chiffre Effectivement, d'affaires, en gros. partenaire. Ouais. Et j'avais pu observer ça dans mes stages, parce que j'ai fait un stage à Lasvel basket et un stage à l'OGC Nice foot. J'avais pu observer comment ça fonctionnait un petit peu. Et tu vas pas rentrer sur un job à 24 ans, manager général ou, ou sur une direction sportive ou même une direction juridique qui aurait été en phase avec ma formation. Ça n'existe pas. Et ça n'existait pas à l'époque. Et donc, c'était ça la porte d'entrée. Donc, ça me gênait pas, parce que je suis pas nécessairement un commercial qui va aller Dans l'âme. vendre tout et n'importe quoi. Autant vendre ce sport, vendre un projet, ça me posait aucun problème. Et donc, j'ai répondu à cette annonce. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait d'autres clubs de ce niveau-là. Et il y avait aussi des gros clubs qui cherchaient, mais on va dire des commerciaux juniors avec toute une structure au-dessus. Et j'avais pas trop envie d'aller là-dedans parce que j'avais envie d'autonomie, j'avais envie surtout de perspective de pouvoir prendre l'ensemble en fait. Ouais, je comprends. Et c'était évidemment plus accessible dans un club de niveau intermédiaire. Et c'est ce que je leur ai dit en entretien à l'ancien président Philippe Dodin et au président actuel qui était vice-président à l'époque, Paul Seignol. C'est ce que je leur ai dit à l'entretien. On a discuté de tout ça. Et ils m'ont fait la spéciale, enfin un entretien normal. Et puis après, bah voilà, je suis arrivé à Blois. Je suis arrivé à Blois Mais, alors que je connaissais pas du tout cette ville ni cette région. Donc mais c'est c'était en 2009. ouais, mais c'est marrant la façon dont t'en parles parce que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure où tu disais je me vois pas forcément travailler dans une multinationale, dans l'ambiance de travail. C'est important de savoir pourquoi tu fais un choix et qu'est-ce qui est important pour toi. Et toi, tu as besoin de cette autonomie, de pouvoir, d'avoir de la liberté, de créativité, de faire des choses. Et au final, aller des niveaux plus bas pour justement avoir cette autonomie-là et tout, c'est plutôt très intelligent, je trouve. Bah, c'est gentil, mais c'était. Voilà, ça s'est fait comme ça en tout cas, et c'était évidemment qu'on n'a pas, on n'a jamais le choix. Enfin, Victor Wembanyama, il a des choix dans sa vie parce qu'il a un talent exceptionnel. Mais les gens normaux, ils ont, ils Moins de palais. peuvent donner des impulsions, et puis après, bah, la vie fait. Et c'est vrai que, voilà, je dis pas que j'ai choisi, c'est pas vrai, mais j'ai pu donner l'impulsion, et c'était l'idée que je m'en faisais, et il se trouve que
ça a été suivi d'effet même très rapidement, puisque très vite, le club de l'époque, hein, qui était une association, enfin, le club a beaucoup changé depuis, Ouais. a senti il manquait une strate dans le fonctionnement du club et assez vite ils me Ok. l'ont accordé. Il n'en demeure pas moins qu'à 26 ans, parce que 2000, ouais, 26 ans à l'époque c'était. 2009, c'était. J'étais pas 100% prêt, hein. Il y avait plein de choses. Déjà, quand on arrive dans un club, c'est un environnement, c'est une identité, donc fallait s'approprier tout ça pour pouvoir être juste et être pertinent dans ses analyses, dans ses décisions éventuelles ou dans les orientations qu'on préconise. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, mais encore aujourd'hui, Philippe Dodin est plus président, mais c'est quelqu'un qui m'a donné cette confiance très rapidement et je l'en remercie. Ouais. Et Blois, alors sans faire un jeu au Loir-et-Cher que je connais beaucoup parce que j'ai eu la chance d'y jouer pas mal de matchs et que j'apprécie, c'est par rapport à Lyon où tu avais fait tes stages, où pour le coup c'est réputé comme des régions et des départements de basket où il y a toujours beaucoup de basketteurs qui sortent de là-bas. Le Loir-et-Cher, c'est moins le cas. Quand tu regardes les tournois, c'est entre guillemets pas forcément une terre de basket à la base. C'est une petite terre déjà, c'est très rural, c'est très Déjà, petit, il n'y a pas grand monde, même dans la région, le Loir-et-Cher est plutôt complexé vis-à-vis du Loiret, Orléans, de l'Indre-et-Loire, Tours. l'Indre-et-Loire. Mais oui, ouais, c'est un petit territoire en termes de démographie, mais qui a ses richesses aussi, qu'on apprend à découvrir Bien sûr. et à apprécier, qui a ses richesses culturelles, qui est assez pourvoyeur de bien-être aussi, pour plein de raisons, de, euh, d'une La forme de campagne, douceur de vivre, d'accès à la bien sûr. propriété, plein de choses. On va pas faire l'article, mais ouais, ouais. Et donc, mais moi, j'y suis allé je Pour suis le pas allé basket. pour ça. J'y suis allé parce que il y avait un club qui avait, semble-t-il, un petit potentiel. Parce que voilà, je connaissais pas grand-chose, hein, à part quelques connaissances qui avaient signé là et des joueurs que je connaissais un petit peu par la bande qui étaient en National 1 ou des anciens pros que je connaissais. Ouais. C'est tout, c'est tout. Mais voilà, je me suis renseigné par le petit monde du basket national, on va dire, et il semblait qu'il y avait un peu d'ambition et un projet pertinent. Sauf que quand tu arrives, tu te rends compte que alors il y a l'intention et puis il y a la réalité. Et à l'époque, il y avait des gros manques, mais non, ça restait quand même sympa, hein, ça restait vivant. La salle était pleine. Il y avait déjà des partenaires privés. Il y avait déjà plein de choses qui étaient faites correctement, euh, Ouais. bien imaginées. Et par contre, il y avait un déficit infrastructurel incroyable, incroyable. Commencer par la salle, vraiment, c'était terrible. C'était très sympa cette ancienne salle, mais C'était pas l'outil l'attachement, de il a rien de travail. rationnel, hein. L'attachement, le Palais des Sports, c'est, c'est juste émotionnel, c'est rien d'autre, hein. Ouais, je comprends. Voilà. Que ce soit en exploitation ou même au quotidien, c'était une galère folle. Mais voilà, c'était hyper fun de vivre ça à l'âge que j'avais et c'était top. Parce que t'es resté combien de temps responsable marketing? J'ai pas trouvé À l'info, 6 mois en fait, figure-toi. même pas. Ah oui, d'accord. Et parce que moi, en décembre, ils m'ont dit, bah, il y avait le projet de ce qui est aujourd'hui le jeu de paume qui commençait à prendre un tout petit peu corps. Il fallait faire des notes sur quoi faire dans la salle. Et puis ils se sont rendus compte aussi que bah, c'est le coach qui faisait tout dans ce club sur la partie sportive. Et que intuitivement, parce que c'était pas très rationnel, ils se rendaient bien compte que ça pouvait pas fonctionner comme ça. Ouais. Même si c'est le cas dans beaucoup dans beaucoup de clubs de ces niveaux-là, et pas que. Euh, et ouais, donc assez rapidement, je crois que c'était en décembre 2009, ils m'ont demandé de devenir, à l'époque, directeur exécutif. J'aurais dit, ah non, on peut pas écrire directeur exécutif, je suis exécutif de quoi? Il y a une secrétaire, deux éducateurs et un stagiaire. Non, non, on va mettre Ça fait un peu général pompeux. manager, ça va faire plus cool. Après, c'est rien, c'est un nom sur une carte de visite C'est un au titre. final, mais voilà. Et puis ça a démarré comme ça.
Ok. Ouais, comme ça. Et donc, tu as vraiment connu la construction de la salle du jeu de paume depuis son début. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 bien Et, sûr, et même avant, hein, les négociations, les engueulades, les c'est pas les concessions, mais les moments où t'as tellement envie que la nouvelle salle sorte, parce que sans ça, tu peux rien faire, même si on a fait avant qu'elle sorte. Euh, Tu acceptes des choses, la jauge, de toute façon, c'est pas nous qui décidons, on est en France, hein, ce sont des équipements publics, c'est c'est drivé par les par les collectivités. collectivités, et au final, ce sont les élus qui décident. Donc voilà, mais oui, oui, bien sûr, tout ça, ça a été une expérience parmi beaucoup d'autres qu'a pu offrir le parcours du club, mais ça en a été une importante. Ouais. Ouais, pour ceux qui sont pas forcément au courant, parce que vous avez construit une nouvelle salle qui s'appelle le jeu de paume, du coup, qui pour le coup, quand tu dis jauge, c'est parce que c'est 3500 la Non, capacité. ah non, non, C'est c'est 2339 places 2300. assises. Ouais. Voilà. Voilà, je rebondis pas dessus. Non, bah, c'est beaucoup trop petit, c'est évident. Mais Ouais. c'est comme ça. À l'époque, on était un patronage de N1 qui jouait dans une salle de aller entre 1000 et 1200 places. Ouais. La culture, tu l'as dit tout à l'heure, le Loir-et-Cher n'est pas une terre de sport. Euh, En c'est général, plutôt ouais. une terre culturelle, c'est plutôt une terre rurale, c'est plutôt voilà, historique, touristique. Mais le sport n'est pas familier, donc c'est sûr que le positionnement qui a été pris est aussi impacté par ça, forcément. Mais c'est pas faute de l'avoir dit et répété. Tu peux me croire. J'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Mais après, alors on parlera après du centre de performance parce que je pense que c'est intéressant et important. Mais avant de poser cette question, par rapport à l'intégralité du projet, quand toi t'es arrivé, t'as commencé par quoi? C'est parce il y a tellement de choses à développer, il y a tellement de choses à faire. Ça s'est fait progressivement ou vous avez mis des priorités en place? Comment ça s'est passé? Bah déjà, il fallait avoir une petite transition. Donc, il y a eu une petite transition de quelques semaines avec le prédécesseur sur le rôle de responsable marketing. La priorité, c'était de bien faire le travail pour lequel il m'avait embauché, d'abord. C'est mieux, ouais. Donc, c'était rencontrer les gens, fidéliser les partenaires, s'assurer qu'il y ait une pente ascendante, en fait, ce qui Ouais. était assez rapidement le cas, qui continue d'être ascendante. Parce que hormis l'année de transition où la personne, moi j'arrive en août, donc c'est déjà bien entamé, hormis cette année-là où ça a stagné, après ça a toujours été en croissance. C'était ça la priorité. Et dès qu'il y a eu la partie sportive qui me tenait à cœur, clairement, la Forcément. priorité, ça a été de voir comment fonctionnait avec le coach. Le coach de l'époque, c'était Nicolas Faure, ancien coach de Dijon en proie, entre autres. En proie, c'était Dijon, et puis après, il a fait son parcours, qui continue d'ailleurs. Mhm. C'était de tisser une relation, de commencer à appréhender aider le président qui devait gérer des choses sur la rémunération des joueurs en N1 à cette époque-là. C'était un peu baroque encore, et ça l'est peut-être encore un petit peu, mais Toujours un peu, c'était ouais. pas tout, c'était un peu des acrobaties. T'as pas la structure pour mesurer les conséquences de tous tes actes. Euh, Même si le président est un chef d'entreprise, il a une grosse occupation. Le trésorier, c'est un bénévole. Enfin, il fallait commencer à mettre vraiment le nez dans ces dossiers. Et le recrutement, la stratégie sportive. Et ce club était sportivement beaucoup drivé par des joueurs qui finissaient leur carrière. Mhm. Et moi, mon premier challenge, ça a été de dire on va essayer de donner une crédibilité sportive à ce club pour que les mecs qui viennent pas pour. Et avec toute l'affection qu'on peut avoir pour certains qui ont apporté énormément, mais le but, c'est pas de prendre de pas les avoir soit par le portefeuille ou soit parce qu'ils finissent tranquilles, quoi. C'était de Ouais. dire on monte quelque chose qui fait sens. Et c'était de commencer à trouver le but, c'était de trouver des joueurs qui allaient. Voilà, je fais le signe avec ma main pour les gens qui écoutent, mais c'est qu'il allait avoir une trajectoire ascendante parallèle à celle du club. Si elles Ouais. s'accélèrent trop vite et qu'ils vont plus vite que le club, ils iront dans la division du dessus et c'est très bien, ou ils iront prendre des plus gros contrats. Si le club avance un peu plus vite, au bout d'un, 2 ans, 3 ans, on se séparera, c'est pas grave.
mais c'était des clubs qui allaient regarder devant, des joueurs qui allaient regarder devant dans leur carrière, comme le club devait regarder devant pour tendre vers la Pro B. Ouais. Et c'était ça le challenge. Donc ça a été inverser la construction d'équipe un petit peu. Ça a pris un tout petit peu de temps, mais assez vite, on a commencé. Euh, voilà, moi, on a fait venir Jonathan Tornato en N1, Kevin Dinal en N1, des joueurs un peu moins connus comme, je sais pas, Anis Gabzi qui était espoir à Orléans, solide et qui a fait une carrière N1, N2, qui joue encore un peu. On a fait Thomas Corneli, qui est un exemple un peu incroyable. Ouais. Et puis sur des joueurs, ça c'est les jeunes, et sur des joueurs plus confirmés qui ont progressé et qui ont grandi avec le club, les deux les plus évidents, c'est mon frangin, c'est Benjamin Benjamin. Monclar et c'est Florian Thibedor, Ouais. Florent Tortosa aussi. Donc c'est des joueurs qui étaient dans les 24, 25, 26 ans et qui sont allés vers la trentaine et qui sont montés avec nous. Donc c'était ça le challenge parce que Blois ne travaillait pas du tout comme ça à l'époque. Parce que c'est normal, un coach, il arrive, il prend les meilleurs joueurs possibles à l'instant T, surtout dans ces niveaux-là. Donc ça a été ça le gros morceau en fait Ouais, je comprends. sportif. Après, évidemment qu'il y a plein de choses. Il y a eu la structuration en interne, il y a eu plein d'aventures humaines avec des gens qui sont devenus salariés, qui ont pu être stagiaires, etc. Je vais pas faire tout. C'est compliqué de parler de tout. C'est tellement 13 ans, ça fait 13 ans. Il y a le temps de se passer des choses. C'est beaucoup. Et en plus, il se trouve que ça n'a pas été 13 ans linéaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés et de choses qui sont arrivées dans ces 13 ans. Ouais. Dans le projet sportif et dans la construction d'un effectif, ce que je trouve c'est très intéressant, ce que tu as dit c'est vrai, en tant qu'entraîneur tu veux gagner, parce que si tu gagnes pas, bah, potentiellement tu peux te faire virer. Donc tu veux prendre des meilleurs joueurs sans forcément penser à du contenu. Il y en a qui le font, mais bon, je sais pas en quel pourcentage et si c'est la majorité ou pas. Il y a des présidents qui forcément eux veulent gagner. On en a parlé avec Fabien Romeillet aussi dans le podcast qui disait bah, moi j'étais dans tellement de clubs où on m'a dit on veut monter. Ok, comment? Et les présidents ils savent pas. Ils veulent monter mais ils n'ont Et pas puis de ils sont très stratégie, ils créent influençables aussi. rien. Très influençables. Ils n'ont pas forcément les compétences basket non plus pour, tu vois, Clairement. euh, pouvoir prendre des décisions pertinentes et puis de construire un projet. Donc, naviguer au milieu de ça, c'est c'est pas toujours facile. Et ça paraît évident aujourd'hui d'avoir un manager général, mais en 2009, il y avait combien de clubs qui avaient un manager général? Oh, je sais pas. Mais le problème de ce job, c'est Pas beaucoup. que ça veut tout et rien dire en France. Ouais, Il y a alors voilà. certains clubs où c'est quasiment le directeur général. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Il y a certains clubs où c'est quasiment l'intendant. Ouais. Combien il y en a, je sais Quand je pas, l'entends, mais en termes de développement de compétences, de trouver des profils qui ont un peu de contenu, on va dire de contenu, je vais pas appeler ça universitaire, mais des compétences socles, on va dire. ouais. Savoir lire à peu près, savoir comprendre qu'il y a des charges sociales derrière un salaire, savoir comprendre, pouvoir entendre les règles, la réglementation, l'URSSAF, euh, les, euh, euh, les impôts, les cotisations, enfin, vraiment ce qu'il y a derrière une rémunération, parce que le cliché d'un directeur sportif, c'est le recrutement. Donc le recrutement, c'est la C'est ce que négociation, j'allais donc la dire. Ouais. négociation, c'est le salaire, donc le salaire, donc c'est le budget. Donc ça veut dire que derrière, il faut avoir une petite appréhension budgétaire, ou en tout cas être capable de communiquer avec les gens qui sont aux manettes financières. Donc ça est doublé forcément d'une capacité soit à prendre des décisions sportives, soit à les accompagner avec l'entraîneur. Hmm. Et C'est une ça, layer super important. en 2009, dans les divisions intermédiaires, très peu, clairement. Alors si, tu as toujours un ancien, mais qui a un job à côté ou qui fait quelque chose d'autre. Et s'il n'est pas en veille, il peut plus, c'est normal. Ouais. Si t'es pas en veille, tu peux pas être à jour. À quel niveau que ce soit, c'est pas, c'est pas possible. Et du coup, je pense que ça existe un peu partout, mais dans les faits et dans l'efficacité, c'était assez embryonnaire. Mais c'est pas,
C'était vrai à plusieurs niveaux, hein. C'est même vrai au plus haut niveau, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toujours, ou ça peut presque toujours être vrai. Un peu moins désormais. La question, Ouais, c'est quel périmètre au poste. Là, aujourd'hui, c'est ça, la question. ouais, je suis d'accord. Mais il n'y a pas Et- si longtemps, il y en avait pas forcément dans tous les clubs. Ou alors un espèce de poste par habitude, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. ouais. Ouais, et puis dans la notion de construction de projet, tu vois, parce que tu peux être aussi manager général et dire, bon, bah voilà, on va prendre tel joueur ou faire confiance au coach, et puis à être tributaire d'un projet. Moi, je prends souvent l'exemple des Spurs, où t'as un mec qui est là, qui gère tout plein de sujets, mais qui aussi donne de la confiance au coach, et dans la relation avec le coach, bah, c'est forcément particulier, parce que c'est, entre guillemets, toi qui vas chercher les joueurs. Alors, ça dépend des équilibres, mais dans les recrutements, et en même temps, c'est pas forcément toi qui les mets sur le terrain. Donc il y a En tout NBA, un. clairement, c'est ça. Ouais, Dans la culture européenne, c'est un peu plus ambivalent. Dans le football, on est un peu plus proche de ça. Dans le basket, la formule que on a choisie, nous, ici, c'est, c'est- pareil, c'est compliqué d'en parler parce que Mickaël, c'est sa 10e saison. La ouais, 10e saison ok. qu'on travaille ensemble. Donc, évidemment que c'est plus facile. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Mais l'idée, Mais c'est c'est que, une ode à la continuité aussi, hein, tu sais, parce que c'est une ode aussi, enfin, une ode à dire, c'est plus facile, tu construis un projet, tu sais ce que le coach il attend, tu as une meilleure relation, et puis tout se passe mieux, quoi. Donc c'est aussi parfois dire, bon, ben, faut laisser du temps aux gens pour travailler, pour voir les fruits du travail, oui, après, on est aussi dans un monde où on se doit d'être un minimum efficace. Et ça, faut l'accepter. forcément. Mais je pense que faut aussi que les règles soient claires. Le métier d'entraîneur en France, ça a pas, aujourd'hui, on s'exporte pas. On a un problème sur ce poste, alors que je pense qu'il y a des gens de vraie qualité, mais c'est qu'on a aussi une culture du poste qui a été mal construite. Là, je pense que la relation coach-président, qui veut dire quelqu'un qui est très sportif, qui fait rêver versus un président qui, les trois quarts du temps, est une sorte de, on va dire, de notable local, qui est un petit peu engagé financièrement, mais rarement très fortement, ou quasiment jamais, euh, qui prend beaucoup de lumière, qu'il n'a pas forcément pris auparavant dans sa carrière. Et tu comprendras bien qu'on ne parle pas de Tony Parker, par exemple, qui est complètement. C'est pas Ouais, ces je comprends tout à fait. exemples-là dont on parle. C'est vachement dur. Ils peuvent tisser une relation quasi amicale ou de confiance, mais elle n'est pas équilibrée, cette relation. Elle peut pas être équilibrée. Non. Parce que c'est deux mondes qui sont trop différents. Et demander à un coach aujourd'hui de comprendre un environnement économique local, un environnement politique local, de se projeter sur 3, 4, 5 ans, mais d'assurer le prochain entraînement et de gagner le prochain match et de gérer les états d'âme de joueurs qui sont plus que jamais centraux dans un projet Dans les projets. aujourd'hui, puisque les joueurs aujourd'hui ont ont un pouvoir dans tous les sports. Et dans le basket a fortiori, mais c'est vrai dans le foot, c'est vrai dans plein d'autres disciplines, fait que bah, la gestion humaine, elle est aussi hyper importante. Donc demander à une personne de faire tout ça, Ouais, ou c'est alors qu'une partie soit déléguée à un président, voilà. Et alors c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où les présidents discutent avec les agents. Un président qui ouais. discute avec un agent, c'est déjà perdu. Enfin, perdu. C'est pas que tous les agents sont pas mauvais, loin s'en faut. Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Mais vraiment en plus. Mais voilà, bien sûr que la relation elle est pas équilibrée, bien sûr. Et bien sûr que l'entraîneur il peut pas faire tout ça, bien sûr. Il explose le gars, c'est mort. Donc tu choisis ton équilibre. Et l'équipe qu'on a choisie ici, c'est que le terrain c'est Michael, le recrutement c'est tous les deux. S'il dit non, c'est non. Parfois, je vais être un tout petit peu têtu et essayer de le replacer, mais dans le temps, doucement. Là, tu penses pas que. Regarde, Mais c'est lui t'es qui sûr. dira oui. Et si on a dit oui ensemble, pareil, il y a des joueurs où ça penche, c'est vraiment un profil dont il avait envie. Et moi, peut-être un tout petit peu moins, et l'inverse. Mais une fois qu'on a tapé l'un la main et qu'on a dit on y va, ben on assume ensemble. Et moi, je le lâche pas. Donc c'est ça, notre formule à nous.
Euh, et je pense que elle est logique, en fait. Elle est logique. Et à Ouais, côté de ça, lui, j'avoue, je suis d'accord. il parle pas d'argent. Il parle pas de conditions contractuelles, il s'emmerde pas à devoir gérer la masse salariale, c'est pas dans son esprit, il a pas à s'en occuper. Et il peut s'occuper de là où il est performant et Là où il a en des plus ce qui le compétences. motive. Parce que quand tu deviens entraîneur, c'est pas pour faire des tableaux Excel de masse salariale. Je pense. Je pense aussi. Voilà. Donc, et c'est pas pour passer des coups, alors, passer des coups de fil, sonder le marché, savoir qui vaut quoi, qui fait quoi. Je pense pas que ce soit le cœur de ton métier. Donc c'est juste une répartition logique des tâches, mais on a tellement un héritage culturel et d'un fonctionnement un peu quasi semi-pro, on va dire, qui a encore un petit peu des conséquences aujourd'hui, même si ça y est, on sent que la voie est maintenant ouverte à ces postes support. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est sur les profils d'équipe, tu vois, parce que il y a 1 million de façons de faire une équipe avec, tu as plusieurs profils de meneurs, tu as plusieurs profils d'arrière, plusieurs profils, enfin, tu as des combinaisons infinies, avec un budget qui est ce qu'il est. On aimerait tous avoir machin, truc, bidule, chouette, une équipe parfaite, c'est difficilement possible. Donc tu choisis d'investir sur des profils en particulier, voilà. Sur les 10 ans maintenant, avec Michael, est-ce que vous êtes toujours parti sur des profils similaires d'équipe ou est-ce que ça a varié? Et si ça a varié, est-ce que c'était en fonction du budget, en fonction des joueurs disponibles, des opportunités aussi? Parce que parfois, bah, tu as un joueur que tu as une opportunité de faire que bah, tu prends parce que ça correspond au projet alors que tu pensais pas l'avoir. Euh, On a pu sortir du cadre. Après, on a toujours voulu de l'équilibre. Alors, ça veut tout et rien dire. Mais l'équilibre, ça veut dire quoi en fait? Il y a plusieurs choses. On a toujours voulu que les 10 joueurs aient quelque chose à faire dans une équipe. Pas de joueurs inutiles. Euh, Ils font pas tous le même rôle. Il y a une c'est vrai. hiérarchie. Ça, c'est toujours été clair aussi. Michael y est attaché. Il a raison. On y est attaché. Moi, le fait d'avoir 10 joueurs qui peuvent contribuer, c'est une obsession. Parce que, voilà, à partir du moment où tu. C'est une réflexion très simple, mais à partir du moment où tu fais une fiche de paye à la fin du mois, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait un rendu du joueur. Mais pour qu'il y ait un rendu du joueur, il faut qu'il y ait un espace qui lui soit donné pour qu'il s'exprime. Ouais. Donc ça, c'est la base. Ça a toujours été la manière dont on a voulu fonctionner. Après, dans le basket de Michael, il y a des valeurs de production d'efforts, euh, si possible de compréhension, exécution qui sont assez importantes. Il y a plutôt une volonté d'avoir des joueurs avec une certaine mobilité et plutôt, en effet, ces valeurs-là de capacité à produire des efforts. Euh, on a pu en sortir un petit peu. Je vais te donner un exemple assez simple. L'année où on gagne le titre de Pro B en 2018 et où on nous refuse l'accession, évidemment, chacun pense ce qu'il veut. Clairement, bon, réglementairement, c'était très clair. La décision est logique, réglementairement. Sportivement, elle l'est pas. Et éthiquement, elle l'est pas non plus. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Je vais pas refaire l'article. Quand Ah, mais on nous on attribuait connaît même pas de l'histoire. U18 élite, on pouvait pas faire de centre de formation. Et ça, c'est la Fédé qui nous attribuait pas de U18 élite. Enfin, on va commencer par là. Voilà. Donc, c'est pour que juste les gens comprennent, ça tue le débat, on va dire. Toujours est-il qu'une fois que t'as vécu ça, alors t'as essayé, t'as fait des appels, t'as vécu un été difficile, t'as eu la joie du titre incroyable, une surprise sur une deuxième année en Pro B, le coach, il a fait un truc incroyable, comme les joueurs. Et là, il se dit, bah voilà, on repart en Pro B alors qu'on a gagné, bon. Et on discute, et j'ai dit, bah qu'est-ce que si l'équipe, tu l'aimes, l'équipe qui a gagné. Même si c'est pas quelqu'un qui est dans la pure émotion, Michael, il est assez très pragmatique et rationnel. On se dit qu'est-ce qu'il faudrait de plus, en gros. Il dit bah peut-être que si sur le secteur intérieur on avait un peu plus de créativité, de scoring en bas, c'est peut-être à la limite s'il y a un truc qu'on avait peut-être un tout petit peu moins cette année-là, c'était ça. Parce qu'on avait Jonathan Ferrell et Driss Abalo en poste 5, c'était vraiment costaud, quoi. Voilà, il y avait Tayren qui est un stretch fort et Thomas Courtois qui était un
un jeune joueur. Donc il me dit ça, et ok. Et il y avait Joe Burton à l'époque, qui était un joueur dominant de Pro B, et spectaculairement doué avec ses mains. Toujours d'ailleurs. Et du coup, allez, c'était pas du tout le profil de joueur qu'on était supposé prendre. Ouais. Mais je sentais que Michael était chaud pour le challenge. Il s'était dit, allez, je tenterai bien. Même si je sais Ouais. que c'est pas mon truc, mais ça me fait envie. Parce que quand t'as vécu une saison pareille, et on s'est dit, allez, je dis, on le tente avec le coach. Je me doutais que c'était pas sûr que ça marche. Même si je suis quelqu'un d'assez naturellement optimiste, je me dis qu'il y a toujours un moyen que ça fonctionne. Et Ouais. on s'est dit, on va tenter de trouver ce moyen que ça fonctionne et d'avoir une équipe qui aura un talent offensif supérieur, on va dire, et par rapport à ce qu'on avait pu avoir au préalable. Et le fit n'a pas fonctionné. Mais ça me paraissait aussi très humain de dire, allez, le coach, parce qu'on parle toujours des joueurs, on parle toujours éventuellement des fois du président, du machin, le coach, faut se mettre à sa place. Il a fait un truc de fou avec ses joueurs, avec nous tous, mais derrière, il doit encaisser ça. Donc, qu'il ait un os à ronger, un truc différent l'année d'après, une sucrerie, un truc un peu différent qui te mobilise mentalement autrement, bah, c'était censé. Donc, on l'a tenté, ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que ça n'a pas fonctionné à cause du joueur? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Je pense que le joueur avait une forte part de responsabilité, mais nous aussi, on se doutait que le fit n'était pas gagné. Et puis retrouver de l'énergie après une mésaventure comme celle-là, c'était pas simple C'est non dur. plus. Donc tu as la corrélation de tout ça. Il ne s'agit pas de pointer du doigt quelqu'un. Mais c'est un exemple de direction d'équipe qu'on a pu prendre qui est un peu différencié. Mais sinon, voilà, les valeurs, je te les ai données. Et puis après, il y a toujours eu l'envie de faire la place à chaque joueur. Et du coup, y compris, a fortiori, parce que tu sais que c'est un credo maintenant un peu connu, on va dire, aux joueurs français, aux jeunes joueurs français aussi. Et voilà, donc c'est un peu ça l'intention. Et puis le but, c'est. On avait une grosse fierté sur nos années à Pro B, c'est que tous les joueurs qui étaient passés par Blois, 90% d'entre eux, ils signaient toujours un meilleur contrat derrière. Ouais. Et franchement, c'était une fierté. Parce que soit ils allaient au-dessus, soit des fois ils allaient au même niveau, ou même des gars Pro B sont descendus en N1, mais ils ont gagné 2 fois plus. Donc ça veut Ouais. dire que l'étape a été pertinente. Et c'est plutôt une fierté. Ouais, c'est parlant sur le projet, quoi. Tu valorises les joueurs et tu les mets en valeur. Et du coup, ils ont une valeur marchande supérieure. C'est ça. C'est ça. C'est valorisant. C'est valorisant. Tu vois, je t'ai posé la question au départ, et puis après je t'ai dit qu'on y revenait, et on n'y est pas revenu par rapport à la salle, mais pour terminer avec Blois, je sais que tu en parles souvent du centre de performance que vous êtes en train de, de développer. Du coup, je sais pas si, enfin, là, une fois que tu as construit une salle, de toute façon, c'est un outil de travail, il faut l'utiliser, ça ne va pas en reconstruire une nouvelle. Du coup, vous avez développé un centre de performance, donc en gros, tout concentré, le centre de formation, des salles pour travailler pour les gens, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là, Ouais, ouais, bah, je comment vais il est né rapidement parce que c'est vrai que voilà, c'est un gros. En fait, la salle, c'est pas vraiment notre outil de travail. Ça l'est de fait, le jeu de paume, mais on n'est pas résident. À Ouais, titre d'exemple, on n'a pas de nos bureaux, ni même les entraîneurs. Euh, on est amené à être délogé. Il peut y avoir des spectacles. On peut pas organiser, je te dis quelque chose qui est extra basket, mais un séminaire commercial quand on a envie. On ouais, a des beaux vestiaires, on a une toute petite salle de muscu. Donc il y a des. On a essayé d'aménager et d'en faire quelque chose, et honnêtement, aucun joueur se plaint de pas suffisamment s'entraîner ici. Pour autant, quand tu analyses la situation globale du club, c'est-à-dire cet état de fait sur la, la disponibilité, même si ça a progressé là avec l'accession dans l'élite, la disponibilité et l'exploitation quotidienne moyenne qu'on a du jeu de paume, le fait que sa jauge soit limitée, on a réfléchi à quels étaient nos leviers de croissance réalistes. Et
voilà, construire une salle de 4000 ou de 3008, ben non, on vient d'en construire une, elle fait 2003, c'est comme ça, c'est trop petit, mais elle est là. Donc, et on l'aime Mm. beaucoup parce qu'on y a vécu des moments fabuleux en plus. Mais elle est trop petite. Euh, Quand on a fait le centre de formation, et ça a suffisamment fait parler à l'époque, on s'est assez vite rendu compte qu'en faisant les choses normalement, ce que j'appellerais normalement, moi, pour un centre de formation, on a assez vite été compétitif. Quand on s'est intéressé à la post-formation, on s'est rendu compte que c'était un filon qui était qui avait de l'avenir et qui était intéressant. Euh, Sans avoir un outil exceptionnel. Juste un outil Oui. normal, on va dire, avec le jeu de paume. Et donc, quand on réfléchit alors que tous les clubs progressent, et je parle pas de la Pro A, là, je parle même à l'époque, on parle de Pro B, clairement. On Ouais. voit Saint-Chamond sort une nouvelle salle, Quimper va en avoir une nouvelle, Nantes a une super grande salle et va forcément y arriver un jour ou l'autre. On espère. Rouen, pareil, etc., etc., etc. Caen, qui en N1 actuellement, qui est une superbe salle. Tous ces gens se voient dotés d'outils au potentiel supérieur au nôtre. Donc on se dit, tout malin qu'on croit être, faut être réaliste, tu vas te faire doubler en fait. Donc tu dois trouver des leviers de développement et de croissance, pas que financiers, des leviers de croissance pour le club. Et on s'est dit, formation, qualité d'entraînement et différenciation. Donc le but, c'était de trouver un site dans lequel on pouvait implanter des terrains de basket, allez, à minima 2 grands terrains, pouvoir héberger notre centre de formation sur place, pouvoir décliner des solutions de restauration, intégrer toute la partie administrative, bureau, sportive, et l'association, faire vivre l'association, puisque un des mots du club de l'ADA depuis une vingtaine d'années, c'est l'absence d'unité de lieu, qui est quelque chose Ouais. pour bâtir une culture, pour bâtir une cohésion et la passion autour de ton club, qui est quelque chose de très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Et tout le monde ne l'a pas, hein, mais franchement, avoir un endroit où le basket, le cœur du basket vit dans une ville de basket, c'est hyper important. Et, et on a, avec le président qui connaît évidemment parfaitement le territoire et son économie et toutes ses imbrications politiques, on va dire, et ben, on a pu avoir accès à un site industriel qui est à 300 mètres du jeu de paume, qui était une friche, enfin, on va dire d'un laboratoire pharmaceutique qui avait aussi toute une partie stockage, expédition, logistique. Et quand on est rentré, quand je suis rentré dans le hangar, ben ouais, il y avait 12 mètres sous plafond, une autre unité à 9 mètres qui peuvent se rejoindre. On pouvait poser. Alors je me suis demandé si on pouvait mettre les terrains dans le long. Non, il manquait quelques mètres. Mais on peut Ouais. les mettre en format terrain de 3-3 l'un à côté de l'autre, enfin demi-terrain. Et puis là, on pouvait poser un grand terrain sur une autre, rien que dans l'existant. En plus de ça, il y avait une grosse réserve de bâti pour pouvoir à un endroit Tu refais pas tout. envisager une salle, on va dire, de fitness, préparation physique, la capacité à accueillir des professions médicales, la capacité à accueillir ton hébergement de centre de formation et autres, et encore de la réserve pour faire une solution de restauration ouverte au public. Et donc l'idée, c'était de rajouter même une salle supplémentaire pour vraiment avoir 2 grands terrains, euh, dont un principal, mais les deux avec un tout petit peu de tribunes, mais essentiellement des terrains d'entraînement. Deux Ouais. demi-terrains pour faire du travail individuel et du développement de la discipline 3-3. Euh, et tout cet environnement autour, des bureaux, au pôle médical, etc. Et donc l'idée a commencé à... Elle avait déjà été écrite sans le bâtiment. J'avais fait une synthèse quand on avait réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour donner 10 ans, 15 ans de vision à ce club. Et après, ça s'affine quand tu vois le bâtiment et que tu vois son potentiel et que tu te fais accompagner par des professionnels. Et donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui, sauf que bon, l'idée, elle date de. Elle est vieille. On est sur du 2018-2019. Là, on va vers 2023. Il s'est passé 2-3 bricoles entre-temps.
Toujours des bricoles sur des Ouais, problèmes, là, de elles toute sont façon. assez grosses, les bricoles. Ouais. Entre la crise énergétique et le Covid, voilà, et on est au bouclage du tour de table aujourd'hui. Donc Ok. normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir la confirmation du financement, au moins de la version sans l'extension, c'est-à-dire la salle supplémentaire, ce qui veut dire restauration, préparation physique, hébergement, un grand terrain plus deux demi-terrains, les bureaux et le pôle médical. Si ça s'est confirmé, ça permettra de effectivement démarrer les travaux. Alors ils ont démarré en termes de déconstruction là et de curage du bâtiment, mais voilà. Et donc en fait l'intention c'est quoi? C'est de faire du basket pour tout le monde. C'est vraiment très important. Des pros au U11. C'est-à-dire que cet outil-là, c'est pas juste un centre d'entraînement. C'est pas juste un centre de Hmm. formation. Aujourd'hui, ça s'appelle centre de performance. On verra si le nom, à la fois, il veut dire beaucoup, mais le nom me plaît pas plus que ça. Personnellement, il y a un collègue du club qui a trouvé qu'il y a eu une super idée. Alors ça, je dévoile pas pour l'instant, mais peut-être que cette notion-là, elle peut être développée. Mais Ok. le but, c'est d'avoir un endroit où les gens viennent se soigner, les gens viennent s'entraîner, les gens viennent manger. Mais il y a les sportifs qui s'y soignent aussi, les basketteurs qui s'y entraînent. Tout ça, tous ces gens-là vivent ensemble. Oui, La bien sûr. semaine, les petits peuvent s'y entraîner aussi. Évidemment, pas forcément sur le volume des pros, ça tombe sous le sens. Le week-end, ils y jouent. Le week-end, si tu as deux salles, tu peux faire. Tu as joué au basket toute ta vie. Un endroit où tu as deux salles, où tu peux faire deux matchs en même temps. Tu as les U13 filles qui sont dans la salle 1 et les U15 gars qui sont dans la salle 2. Mais c'est génial. C'est C'est un génial. bel outil. C'est génial pour notre discipline, c'est génial pour les enfants, c'est génial pour la cohésion, c'est génial pour les parents, c'est génial pour tout le monde. Donc pour les bénévoles, les gens qui s'impliquent, qui ont un endroit auquel se rendre, et ils ne sont pas rendus à devoir partir dans le gymnase Z du Bled et puis après au gymnase X parce que il y a la marche athlétique qui a pris ou le futsal qui a pris la salle sur le créneau 18-20 quoi. Tu vois, enfin c'est tout ce qu'on vit au quotidien et qu'on considère qui donne ça va donner une impulsion plus qu'au club et aux professionnels. Le but c'est de donner une impulsion à la discipline en fait. Et bien sûr par ricochet aux pros, au centre de formation, bien évidemment, mais vraiment pas uniquement et c'est très important. Ouais, pour développer la discipline, tu l'as dit, je pense que c'est super important. Enfin, je sais qu'on est d'accord sur ça. Moi, à chaque fois qu'on parle de rugby, de hand, j'essaie de garder mon calme pour mettre en comparaison notre sport, qui est un sport global, qui est le deuxième sport collectif global, qui se joue partout et qui, quand on regarde les potentiels de licenciés qu'on a par rapport à tous les gens qui sont fans, on a envie tous d'en De tirer partager encore parce notre qu'il y a... passion, de partager notre passion Exactement. et cette petite pédagogie autour du basket, parce qu'évidemment, on est presque le premier sport global au final quand il pense, parce que si tu rajoutes le côté 5 continents, 2 sexes, même si on ne sait pas trop s'il y a plus de 3 sexes, 2 sexes, je ne sais plus là, mais bref, si on va, mais 2 sexes, 5 continents, ben, quel sport peut se poser et dire je suis comme ça? Même le football, il y arrive. Mais il y arrive à la force du poignet. C'est-à-dire que il y a 30 ans, Mm. le foot en Chine, Ça n'existait pas. même aux États-Unis, c'était. Alors, il y a eu Pelé qui a joué à New York, mais c'était plutôt un sport féminin d'ailleurs, le soccer. Ouais. Et voilà, alors, le foot y arrive parce qu'il a une espèce de puissance médiatique Médiatique. populaire, voilà, une accessibilité forte, hein. On pose deux t-shirts par terre sur un terrain vague, on peut Et jouer au c'est fini. foot. Même si le basket est très accessible, le foot c'est encore l'étape au-dessus, quoi. Ouais, je suis Et d'accord. oui, oui, on est un sport d'une compétitivité mondiale complètement folle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui en France n'est pas appréhendé. Et notamment en comparaison avec le hand et le rugby, où il y a des superbes organisations en France, hein. Il y a du super boulot qui a été fait, meilleur que chez nous dans les instances, il n'y a pas photo. Là, c'est pas faire de la polémique, hein, c'est juste de Non, regarder. non. Et puis dans les clubs, il y a du super boulot qui a été fait aussi, hein, clairement. Pour Ouais. autant, quand on parle de performance globale à l'échelle européenne, mondiale, ben oui,
un titre international en rugby, en, en hand ou en basket, c'est pas que ça n'a pas la même valeur, mais c'est que il y en a un qui est plus dur à obtenir que l'autre. C'est juste comme ça. Bah, parfois, tu as envie de te dire que même cinquième du championnat du monde en basket, bah, ça a plus de valeur que... En fait, le mot valeur va être choquant pour les gens, Ouais, mais c'est plus dur. Il y a plus de c'est plus monde à battre, difficile, en fait. c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de monde à battre pour y arriver. Après, la valeur, ça veut tout et rien dire. Parce que la valeur, Oui, ça a un oui. côté émotionnel aussi. Dans la valeur que tu donnes à une performance, il y a les émotions que tu as pu partager. Et voilà. Euh, Moi, je suis pas du tout. Je regarde pas le rugby, très peu, par exemple. Et la France, oui, elle aurait déjà dû être championne du monde, selon toute logique. Mais si elle est championne du monde à domicile, bah, il y aura de la valeur, parce qu'il y aura l'émotion. Mais en Ouais, bien sûr. effet, tu as moins de monde à battre. Ça, c'est un fait. Personne ne peut contester ça si tu montes la chose. Mais ouais, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que aujourd'hui, notre sport a quasiment tout pour lui. On est un sport télégénique, on a un sport qui a des immenses leaders dans le monde et en France. On a un sport qui a des ramifications culturelles fortes, les baskets Jordan, les grandes marques qui veulent associer leur image avec la NBA, la puissance, les rebonds sur les réseaux sociaux, etc. On coche quasiment toutes les cases et c'est vrai que il y a un très très gros goût de pas assez sur ce qu'on en fait en France. Ouais. Et je pense que c'est, en plus, c'est partagé, c'est une frustration qui est générale de plein de gens où on sent que il y a. Et alors, au niveau de structure, donc pour revenir, il y a des choses qui sont en train de se développer, c'est bien, mais ça revient à ce qu'on parlait au niveau du club. Il y a besoin aussi de vision globale pour amener le sport à ce qu'il, je vais dire ce qu'il mérite, parce que forcément, moi, je suis un passionné, donc je trouve que ça mérite plus. Mais cette vision-là, il y a plein de gens qui ont les capacités et les volontés et qui font des choses dans leur coin. Comment on fait pour créer une vision globale tous ensemble? C'est une super question, c'est une question super difficile auquel j'ai pas la Il réponse. faut s'impliquer, il n'y a pas trop de choix, c'est qu'à un moment donné, faut s'impliquer. Ouais, On peut pas toujours dire la Fédé c'est ci, la Ligue c'est ça, si on fait rien. Donc je suis on va d'accord. dans des commissions, on essaie de se faire entendre, on s'exprime avec savoir-être, parce que si on y va pour savater tout le monde, il ne faut pas s'étonner que ça fonctionne pas. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, je pense que la première des choses, c'est de s'impliquer. Après, ça marche pas. Mais il n'y a pas que. Genre, nous, il y aurait beaucoup à dire, hein. Le sport à l'école, tu vois, on en parlait au début quand je faisais mon petit parcours. Je suis désolé. Le sport à l'école, c'est catastrophique en France. Un prof. Bien sûr. Moi, ma maman était prof de PS, elle est retraitée, mais un prof de PS est pas considéré comme un prof de biologie ou de sciences éco ou d'histoire en France. On le sait. Non. On sait bien que quand ils vont dans la salle des profs, s'ils ouvrent la bouche, ce ne sera pas perçu de la même manière que si c'est la prof de maths ou la prof d'anglais. On le sait. On sait que euh, on est défaillant sur la pratique sportive dès l'école primaire. Euh, Quand voilà, on a président de la République. Moi, je pense qu'une heure de sport par jour, c'est la base à l'école. Et même limite dans le travail. Alors ça, c'est un long shot, mais Moi, je suis d'accord, hein. ça ferait du bien à tout le monde, en fait. Mais le sport n'est pas pris au sérieux. Quand tu confies à des professeurs des écoles qui doivent... Là, le président de la République a dit une demi-heure de sport par jour. Je crois qu'il compte les 15 minutes de récré. Ça veut bien dire quelque chose, Ouais. quoi. Genre dans ces cas-là, les gamins, parce qu'ils comptent leurs billes, c'est des maths. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un... On est dans un pays qui a un retard significatif sur la question et malheureusement les Jeux Olympiques ne seront pas du tout une réponse à cette question parce que c'est déjà beaucoup beaucoup trop tard. Et que au contraire ce qu'ont fait les Anglais à l'époque, en tout cas sur le haut niveau, parce que sur la base je sais pas trop en Angleterre dans le détail si les choses ont évolué à ce moment-là, mais sur le haut niveau et dans tous les sports, hein, euh, quand on décrète, et puis voilà, moi je fais pas de politique, mais quand politiquement est déclaré qu'on doit faire 80 médailles au JO 2024, je crois que ça a été dit, mais
Spoiler, ça n'arrivera pas. Ça ne sera pas le cas. Euh, mais parce que oui, si tu déclares ça en 2021, ben ouais, ça va pas fonctionner. Il fallait s'en occuper en 2010 ou en 2012. Mais voilà, et créer toutes ces fondations qui vont après donner des champions, avoir des Ouais. conséquences, on va dire. Mais, donc ouais, donc Tu c'est peux. pour ça que il y a nos problèmes à nous, basket, mais il y a aussi Problèmes c'est la généraux, bien pratique sûr. sportive en France. Ah, et quand je disais ça, je critiquais personne en particulier. C'est juste une constatation, c'est ce que tu disais. Non, mais ça nous énerve Euh, tous, hein. Moi, ça m'énerve bah, aussi, je hein, des sais, fois, hein. Souvent je même. sais. Très souvent. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple des Anglais, parce que moi, j'ai été directement en contact de ça. Quand ils ont récupéré l'organisation dans tous les sports, dès 2005, donc c'était du coup 7 ans avant les Jeux Olympiques, ils ont convoqué des cliniques de coachs internationaux de tous les sports pour les faire venir dans leur pays, donner des cliniques, des conseils sur pas comment on joue à notre sport, mais comment on fait pour développer le sport d'une certaine façon d'un point de vue vertical, quoi. Tu vois. Et en basket en particulier, bah, forcément, ils n'ont pas eu des performances incroyables. Le niveau compétitif est monstrueux. Et il n'y a pas forcément une culture de basket, donc ils ne sont pas allés chercher des résultats incroyables. Ouais, mais Néanmoins, ils comme ont tu... commencé à exister, hein. Exactement. Et là, on les voit régulièrement aux Eurobasket, ce qui était jamais le cas avant. Ils ont une équipe en garçons et en filles qui est en Eurocoupe. Alors, ils vont certainement pas être aller remporter, et c'est pas tout le temps pour des raisons Oui, c'est sportives, pas, voilà. Ouais. mais tu vois, Non, c'est mais il y dans un a, ouais, processus de développement, ouais, quoi. c'est ça. Oui, mais Tu prends eux, l'exemple. ils ont une vision, et voilà, comme tu l'as dit, le basket est si compétitif que même en s'y prenant suffisamment dans un temps décent, on va dire, de construction d'un projet, ils n'ont pas pu Mm. être performants, mais ouais, ils ont eu une démarche projet. Ils ont une démarche projet, ce que tu décris, c'est euh, prendre les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, partager dessus, essayer de les transférer dans son écosystème. Bah, en gros, c'est la définition d'avoir une démarche projet. Et ce qui fait un petit peu défaut chez nous. Et pour être positif, il y a des sports qui l'ont fait, mais ça venait individuellement. Je Ouais. pense notamment au hockey sur gazon, par exemple, qui sont allés chercher le coach néerlandais qui a emmené ses équipes à une domination olympique dans les années 2000. Au tir à l'arc, qui sont allés chercher un coach coréen, mais c'est des démarches individuelles. C'est pas Ouais. ancré dans une réflexion globale C'est une démarche de de développement performance par le haut. à court terme, en Ouais, plus. court terme. Donc après là, tu m'as scotché parce que j'étais pas dessus, hein. Je sais que les Néerlandais sont beaux hockey sur gazon, donc ça reste encore parce que autant je bouffais tout il y a quelques années, autant la vie et la vie de famille fait que c'est moins le cas désormais, C'est mais, plus compliqué mais après, là, ouais, je ouais. sais. Donc ouais, ouais, non mais Ouais, j'ai le temps encore, tu vois. ouais, Moi, bah j'ai pas encore c'est de vie de famille, c'est donc j'ai le c'est c'est temps. beau là parce que là tu m'as scotché quand même. Ouais, non, c'est bien. Mais c'est vrai que Et ça part de là. Après, par rapport à ce que tu dis, non, mais les très bons exemples, le rugby a eu un mode projet incroyable. Le rugby qui était soi-disant un dernier sport amateur il n'y a pas si longtemps et a un niveau de professionnalisation aujourd'hui qui est exceptionnel. On peut en penser ce ouais. qu'on en pense au Tant, niveau de la compétitivité, mais les clubs, hier j'ai eu au téléphone un cadre d'un gros club de rugby français qui appelait voilà, pour le sujet du centre de performance, justement. ouais. Bah, non, c'est vrai que tu vas regarder, tu vas sur le site internet de n'importe quel club du top 14, tu regardes l'organigramme, c'est spectaculaire. Parce qu'ils ont construit un projet sportif, économique et de communication dans la durée, avec tout n'est pas parfait. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Mais malgré tout, bah, sauf que le constat, c'est quoi? Nous, on sait, parce qu'on est de l'environnement du sport, on sait qu'il y a ci, il y a ça, il y a telle polémique, telle polémique. C'est vrai. Sauf que, au final, c'est quoi? Le sport, tu le fais pas que pour toi, tu le fais pour les gens, quand tu arrives à un certain niveau. Sauf que les gens, ils reçoivent quoi? Bah, ils reçoivent des émotions positives, ils ont une adhésion.
sur ce qui est fait par ce sport. Donc moi, ça m'énerve parce que je suis jaloux pour mon sport, mais force est de constater que c'était bien fait pour l'essentiel. Ouais, et puis, Après, ils ont des et écueils puis, aussi, ils en ont plein, hein. Mais je trouve que mais, les gens mais, sont heureux. Les gens sont heureux d'aller voir leur équipe de France. Les gens sont heureux de payer cher pour avoir des places en loge euh, à La Rochelle, à Clermont, à Lyon ou évidemment dans les multiples clubs du Sud-Ouest. Euh, les gens sont heureux sont heureux de voir qu'un joueur est en train peut-être de devenir celui qui est identifié comme le meilleur joueur au monde, etc. Et tout ça, c'est pas juste parce qu'on est tombé sur un mec qui est bon. non. C'est un peu plus profond et enraciné que ça. Ouais, et puis ils l'ont fait au niveau. Alors, il y a toujours des trucs à dire, il y a toujours des trucs qui fonctionnent pas, il y a toujours des querelles, et ça, bon, ça c'est. Mais comme tu dis, les résultats, ils sont là, ils sont installés depuis longtemps. Et même en termes d'équipe de France, où ils ont eu des résultats beaucoup plus compliqués, et ils sont repartis avec une formule en mode projet pour l'équipe de France avec Fabien Galtier. Et d'ailleurs, ils ont fait une masterclass de 4 heures que je trouve super intéressante, où ils racontent de quoi ils sont partis, c'était qu'est-ce qu'on constate, pourquoi on perd, qu'est-ce qu'on fait de mal, etc. Ok, donc comment on fait pour changer ça, mais comment on fait pour changer ça dans notre équipe à nous, mais aussi comment on fait pour changer ça dans l'éducation des jeunes, et qu'est-ce qu'on fait pour revenir à qu'est-ce qui va faire qu'on gagne. Alors je suis pas spécialiste rugby, donc il y a certains trucs, les attaques, les feintes sur les rideaux défensifs, tout ça. Bon, moi je suis pas spécialiste, ça m'intéresse tactiquement, mais je comprends pas. Par contre, ce que je vois, c'est la méthode Oui, qui a j'ai la été fait méthode. du coup au niveau club et au niveau équipe de France. Ben voilà, Et sauf que je nous, pense la que c'est très méthode, important le aujourd'hui, notre process. sportif, il se porte plutôt bien. Alors oui, on est tous tristes Et d'avoir oui, perdu contre l'Espagne, mais là, être allé en finale de 7 euros, je veux dire, tu nous dis au début, tu vas faire médaille d'argent. Je pense que tous les observateurs un peu avisés, ils on l'aurait signent pris, tout de suite. mais Euh, bien sûr. Cette année et les années d'avant. Ouais, après, il y a des années où on sentait qu'on était très près, mais sportivement, on est quand même pas mal. Enfin, Je trouve. il y a des choses à dire, mais on est vraiment pas mal, quoi. Se remettre d'une génération exceptionnelle comme la génération 82, 3, 4, 5, là, Ouais, c'est très fort. Ça veut dire qu'on a un réservoir, ça veut dire qu'on a quand même des savoir-faire. On a des lacunes, nous, on les voit parce qu'on est dedans tous les jours. Mais, euh, mais non, là où nous on défaille, c'est plutôt dans le message qu'on envoie au public et dans tous les, c'est là qu'on est loin derrière. C'est dans les valeurs associées à notre sport, comment on les fait rentrer chez les gens, comment on fait preuve de pédagogie par rapport à notre discipline, comment on attire les investisseurs, comment on, et même si l'investisseur, ça, c'est une vaste question, hein. Hier, il y avait une update avec le Final Four à Abu Dhabi. Je sais même plus quoi en penser de l'Euroleague. Donc, ça s'appelle Euroleague. Je, je, je voilà. Bon, suis bref, c'est pour ça que les 1000% investisseurs, aligné. moi, j'aime bien là où le rugby a fait fort, c'est ils ont gardé à la fois, ils ont fait le virage du sport business en restant enracinés dans leur territoire. Et en ce sens, c'est un exemple, je trouve, En sachant quand même que, je ne sais pas si pour cette année ou l'année prochaine, mais ils sont en train de réfléchir à intégrer les équipes sud-africaines en Coupe d'Europe. Mais oui, Bon, mais ça, enfin, je sais même bon, pas quoi en penser, j'ai pas la réponse, mais spontanément, je moi non ressens plus. une gêne forte parce il faut savoir vivre avec son temps, mais si tu casses tous les repères, comment tu peux espérer que les gens s'intéressent à ton truc? Donc, Je suis d'accord. Et puis même, c'est alors, difficile. c'est un peu utopique ce que je veux dire, mais même dans une société où de plus en plus on parle d'écologie, si on se tape des matchs toutes les semaines où tu pars à Dubaï, puis après tu C'est pars à possible. De machin et tout, toute façon, bah, ça s'arrêtera un jour. Je sais pas bah, quand, c'est je obligé. sais pas si je le verrai ou pas, mais ça s'arrêtera. En tout cas, comme c'est construit là, Bien sûr. enfin, et dans l'expansion que ça prend, oui. Ouais, ouais, Ça c'est prendra sûr. peut-être C'est pas pas le sens complètement fin, c'est pas mais le sens du temps. C'est peut-être le sens de l'argent, mais c'est pas le sens du temps. non. Mais moi je suis d'accord avec ça. Ça me, tu vois, j'en suis même arrivé à me demander si c'était pas un petit peu lié, l'éviction de Bartomeu avec Bertomeu. Je confonds avec le président du Barça. Si c'était pas un peu lié, parce que les timings sont quand même surprenants. Mais bon,
ouais, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu y réfléchis, tu vois, tu parles du soutien du basket. Moi, parfois, j'essaie d'expliquer. Hier, j'avais des amis qui connaissent rien au basket. Je leur ai essayé de leur expliquer que j'allais voir Barcelone-Milan en Euroleague. Et donc, va leur expliquer ce que c'est que l'Euroleague. Alors, alors, c'est comme la Champions League du basket, La mais Champions en League fait, du non. basket, mais il y a une autre compétition qui s'appelle la Il y a- Basketball Champions League. qui- voilà. Donc, c'est la Champions League, mais c'est pas la Champions League, c'est une autre. Mais du C'est coup, la c'est la meilleure compétition. C1, À la la C2, limite, la celle-là, C3. tu arriveras à l'expliquer. C'est expliquer la Et Basketball c'est Champions après League qui est derrière. compliqué. C'est expliquer Ouais, ouais. l'Eurocoupe qui est compliqué. Et après, surtout cette année, parce que c'est cette année où tu vois les équipes engagées en Eurocoupe et tu fais OK, bon. Et en plus de ça, tu commences. Mais la NBA, du coup, et puis un des trucs dont on va parler, parce que ce qui est incroyable aussi, c'est il y a une incroyable quantité de gens qui suivent la NBA, et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas le même sport. C'est pas Alors, joué pareil, il n'y moi, a pas les mêmes je règles. me bats pour dire que c'est le même sport. Parce qu'en fait, c'est ça notre principale chance. À la fois, ils ont Oui, des excès américains, mais c'est notre opportunité énorme. C'est la NBA parce que qui ça est attire une beaucoup, masterclass de mode projet dont on parlait tout à l'heure, de développement. C'est les bien sûr. meilleurs du monde, tout sport confondu, sur la capacité à allier niveau sportif, modèle économique, messages Marketing. positifs à caractère sociétaux ou sociaux, on va dire. Ouais. Euh, Réglementation. Genre, tout ce qu'ils ont pu faire en termes de salary cap, de trade deadline, la draft, tous ces trucs-là, c'est juste génial. C'est juste génial. Ouais, C'est puis, trop fort. Donc, c'est les meilleurs. Moi, je trouve, donc, bon, évidemment, on a parlé de tout ça un peu au préalable tous les deux quand tu m'as présenté le projet, mais qu'il y a 20 ans, comme moi, du coup, j'avais 20 ans, je pas encore 40 ans, euh, c'était quasiment vraiment pas le même sport. Tu voyais ton match de NBA des années 2000-2010, tu voyais de l'Euroleague des années 2000-2010. Ouais, c'était compliqué de faire le lien vraiment. Alors évidemment qu'il y avait des passerelles, des joueurs internationaux qui commençaient à être performants, qui étaient performants. Mais depuis Stephen Curry, je trouve que c'est pas Jésus-Christ, c'est Stephen Curry. Il a remis le fait de mettre la balle dans le panier et l'adresse au centre des débats, et le jeu a changé complètement. Et je trouve que les jeux se sont beaucoup rapprochés. Alors il y a toujours des grosses nuances dans la manière dont est joué le jeu. C'est-à-dire que oui, mais le fait de dire ouais, en Europe il y a des systèmes, c'est un jeu collectif, il y a de l'exécution, et en NBA c'est que du 1 contre 1, c'est plus vrai. C'est plus vrai, Ah parce que non. tu as beaucoup de jeux NBA qui arrivent en Europe, et l'équipe qui gagne depuis 2 ans l'Euroleague, un jeu qui se rapproche comme deux gouttes d'eau du jeu NBA. Au NBA. Et tu as des équipes là-bas qui ont un vrai jeu fondé sur du passing game aussi, sur du mouvement de balle et de l'adresse. Alors, comment est créé le mouvement de balle, etc., on peut en discuter des plombs, mais nous, on n'est pas coach, hein, malgré tout. Mais Golden State est un bon exemple, je trouve, d'une unification du basket. Et du coup, qu'est-ce qui varie aujourd'hui? Ben, ça, parce qu'on en a déjà parlé, mais moi, un truc dont personne ne parle, mais mon rêve, c'est que notre sport soit pratiqué selon les mêmes règles partout dans le monde. Et donc, évidemment, NBA, parce qu'il y a le basket FIBA, le basket NBA. J'évacue le 3-3, pour moi, c'est le même sport, mais pas la même discipline. C'est ça qui est différent. C'est comme le volley, le beach volley, quoi. Ouais. Mais mon rêve, ce serait, ouais, bah allez, les mecs sont tellement forts aujourd'hui, de plus en plus forts. Tu mets la ligne à 7,23 m partout. Euh, Est-ce que tu joues 4x12 ou 4x10? Moi, j'aurais tendance à dire 4x10. Je pense que les Américains bénéficieraient d'assouplir leurs contraintes défensives, c'est-à-dire que la partie défense, alors c'est pas moi, là je m'amuse à faire le board du basket international, donc Vas-y, vas-y, c'est un fais-toi rêve. plaisir, Mais, hein. euh, C'est la mais le tribune. côté défense illégal, il faut l'assouplir parce que je trouve que cette culture tactique qu'on a en Europe, de la défense collective Difficile. est quand même très intéressante. Euh, voilà. Et là, tu obtiendrais un truc génial. Génial.
Après, il faut faire les arbitrages, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas exactement les mêmes règles. Mais il faut pas le dire. Il faut dire aux gens qu'on fait le même sport, c'est très important. Voilà. Ah oui, oui. Mais Je après, et c'est suis aussi là que tu vois la valeur des joueurs. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Kevin Durant parce que les réseaux sociaux, d'autres la raisons hype, que le truc et sportives. tout, sauf que Kevin Durant, moi, c'est le joueur il me scotche de manière incroyable parce que aujourd'hui, je suis encore sous le choc de la qualité de ce qu'il a pu produire au dernier jeu, quoi. Hein. Parce que le mec, t'as l'impression que tu le mets sur un playground, tu le mets en NBA, tu le mets en Pro B, tu le mets en première division grecque et en Euroleague et où tu veux, le mec sera le meilleur joueur sur le terrain où que ce soit. Et c'est vrai que ça, c'est spectaculaire. Et on a des Effectivement. super ambassadeurs pour ça aujourd'hui. Là où à l'époque, Tim Duncan disait FIBA sucks, aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo, il est arrivé, il s'est pris un grand mur dans la gueule il y a 2 ans, ou 3 ans, je me vois au mondial. Euh, 2019, ouais. Là, il est revenu. Il était pas loin de gagner parce qu'il perd en quart. L'Allemagne fait un match incroyable, mais honnêtement, allez, s'il a deux, trois mecs un peu plus adroits autour de lui dans l'effectif grec, je pense que C'est on pas le le même stoppe pas. résultat. Et le gars, il a envie. Et il se sort pas en disant ouais, les défenses de zone, ça me fait chier. Pourquoi ils sont tous en aide, hein. Il arrive avec une autre approche. Il fait ah ouais, il y a des choses qui sont plus dures qu'en NBA. Scorer est plus dur qu'en NBA. Et il l'explique. Et putain, on a des gars comme ça là. Donc t'as envie de prendre le train quoi et de dire ok, bah du coup on fait quoi. Ouais, Est-ce qu'on fait pas best of both worlds, quoi. Et sachant que, évidemment, que le meilleur des mondes du basket, et on peut l'enlever à personne, même si toi comme moi, on est issus de pères qui sont bah, qui sont le basket FIBA, quoi. Parce que des entraîneurs, des joueurs ou entraîneurs de basket au sens international. Mais la NBA, ça reste le Graal. Ça reste le Graal. Les meilleurs sont là-bas. À partir du moment où tu as les meilleurs compétiteurs, ils sont en avance sur plein de choses. Après, ouais. Mon rêve, ce serait ça, que tu puisses avoir des règles unitaires, et je pense que ça ferait beaucoup de bien. Encore plus de bien à notre sport, qui se porte plutôt très bien, on l'a dit tout à l'heure, mais ça permettrait bien encore d'aller sûr. plus loin. Bien sûr. Et on a des résultats, garçons et filles, parce qu'on a beaucoup parlé des garçons, qui sont incroyables. On a du talent chez les garçons et chez les filles. Attention, tout ce qu'on dit, c'est parce qu'on était passionné et qu'on a envie d'être tout en haut du monde du basket et dans un sport qui est global. Tu vois, quand on parle des différences de règles, moi, il y en a une qui me chatouille les narines, parce que en plus, elle n'est pas appliquée vraiment bien en FIBA, c'est le demi-cercle. Mm. On a foutu un demi-cercle et on met pas les mêmes règles. Donc on a foutu un demi-cercle pour les mêmes raisons, mais on met pas les mêmes règles. Il y en a un où si tu mets le pied, c'est faute, mais il y en a un où il faut être complètement derrière, il faut pas toucher la ligne. Et Bon, tu te dis, honnêtement, mais je sais pas, ouais, on sait pas à quoi il sert chez nous. non, Chez mais eux, c'est à peu enfin, près clair. Chez eux, c'est à peu près clair. Chez nous, honnêtement, personne ne le calcule, hein. Chez eux, ouais, il y a le réflexe défensif. On voit les gars qui essayent d'avancer sur leur aide. En plus, comme par rapport à leurs règles de défense collective, ils sont toujours plus loin, ils ont plus de chemin à faire pour venir intervenir. On pour être voit les là. mecs qui font l'effort de mettre leur talon au-delà du truc. Donc cette ligne, elle existe. Nous, on dirait qu'elle est tracée au sol, c'est un détail, Tout le quoi. monde s'en fout. Et c'est pas du tout une variable pour un joueur aujourd'hui. Je pense que tu intervieweras du monde. Je te le souhaite en tout cas. Je connais pas un joueur, moi, qui m'a dit que ce demi-cercle, il en tenait compte pour quoi que ce soit quasiment. Ouais, je sais. Donc Ça me paraît aberrant. c'est Quand on parle d'uniformisation de règles, tu vois, en soi, le mettre, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ouais, pas? c'est On une se bonne rapproche idée. de ce C'est qu'ils une font. bonne idée de donner cet avantage à l'attaquant qui a réussi à venir mettre ses pieds jusque-là et qu'à ce moment-là, il puisse pas se prendre une charge au dernier moment sur un mec qui est malin, vicelard ou quoi, et qu'on donne cet avantage-là, c'est hyper pertinent. Par exemple. Mais allons au bout. Oui, Allons au bien bout, sûr, bien faisons sûr, pareil. bien sûr. C'est une des règles que je rajoute et je vote pour toi au bord du basket Ouais, international. je sais même pas comment ça marche je sais pas où est l'urne. Je sais pas où est l'urne. Non, non, mais voilà, bref, c'est des semi-utopies, on va dire. Ouais, mais c'est ce vers quoi enfin, on a envie de tendre, quoi. Enfin, de tout simplifier, de rendre tout plus facile. Voilà, et quand on parle d'expansion de l'Euroleague à Dubaï, quand on se dit qu'on va construire une équipe NBA à Londres, par exemple, bah, ça me paraît, oui, d'un point de vue marketing, et oui, il y aura plus d'argent en faisant ça,
Mais si tu Je pense qu'il veux y en a pas mal de toucher plus l'argent. de... Ils sont pas. Il y en a déjà beaucoup, en Ouais, fait. c'est pas. Pourquoi Voilà, c'est tu... ça le truc. Mais moi, c'est ce qui me fascine tout le temps. C'est que là, j'ai vu des journalistes qui sont pourtant très calés, européens, dire Dubaï, c'est trop bien parce qu'il faut que l'Euroleague, elle expande son marché. Est-ce que vraiment ça va faire en sorte qu'il y a plus de gens qui vont regarder? Bah, Bah, c'est ce qu'a connu moi par exemple, je regardais le foot beaucoup. ouais. Beaucoup. Et je regarde quasiment plus. Et pourtant, j'aime l'Olympique Lyonnais. Mais je regarde quasiment plus. Et si je vais dire le déclic, alors c'est vrai allez, on va dire sur les valeurs de certains joueurs, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Genre, Neymar est un garçon que j'arrive pas, par exemple. Mais c'est pas ça le problème. Ouais. Moi, le truc qui m'a fait vriller, c'est la VAR. La VAR m'a fait complètement vriller. Et je, Alors, on écoute des émissions, il y a plein de gens, il y a eu plein d'avis, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de débats. C'était assez intéressant d'ailleurs, le pré-VAR. Ouais. Et en écoutant les avis, je me suis rendu compte qu'en effet, bah, c'était pas pertinent la vidéo. Alors qu'à la base, comme tout joueur, quand tu joues, tu te dis ah ouais, bah franchement, c'est simple en fait. Mais non, c'est tout sauf simple. Et eux, aujourd'hui, la VAR, moi, m'a éloigné du foot, mais d'une force incroyable. Et c'est pour des aspects, ce qui est défendu, c'est de réduire le degré d'erreur pour éviter la catastrophe, l'accident industriel, etc. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on met exclusivement les intérêts économiques au-dessus des intérêts Sportif. sportifs, passion, émotion. Et sans sportif, alors l'économie est très importante. C'est pas moi qui vais dire ça. Avec mon poste. Mais sauf que ce qu'il faut pas oublier, c'est que tôt ou tard, si le sport, la passion et l'émotion sont relégués Il trop loin, disparaissent. l'économie n'existera plus. Pas tout de suite, ça mettra du temps. Mais l'économie, elle va s'effondrer à partir du moment où tu n'auras plus ça. Donc, et le foot l'a un tout petit peu vécu. Ils ont fait la course Media Pro, voilà, c'est l'appât de la centaine, ça fait bizarre, la centaine de millions, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça fait En beaucoup trop de plus, zéros pour moi. qui t'oblige à aller, on va dire, qui dirige ta décision. Et ben, tu vois, tu le payes derrière. Tu le payes derrière. Parce que tu peux pas raisonner exclusivement avec ça. Ça doit être une variable essentielle, l'économie. Et ça peut pas être ton seul horizon. Je Ouais. crois pas. Et voilà. Et donc, ça recoupe un tout petit peu ce dont on discute. Alors là, c'est tellement frais, tellement récent. Même moi, mon avis, il est pas clair encore. Mon intuition, elle est très claire. Mon avis, il est pas clair. L'Euroleague à Abu Dhabi, ouais, il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Et voilà, la Coupe du Monde au Qatar, les Jeux d'hiver à Pékin avec le saut à Avec la ski petite. dans une zone industrielle. Honnêtement, ouais, faut qu'on fasse attention. Faut que le sport fasse attention, je trouve. Ouais. Parce que c'est... on en perd les valeurs mêmes qui font que les gens, ils ont envie de venir le week-end voir les matchs, parce qu'ils ont envie de se sentir associés à certaines choses, et quand les valeurs sont opposées à d'autres choses qu'il y a autour, bah t'as plus envie de T'as un venir en risque. fait. Et, T'as un risque de perdre ta base. Et la base, c'est ce qui te fait et vivre au bout, en parce fait. que c'est ce que j'allais dire, tu peux dire ce que tu veux, oui, t'es peut-être le meilleur du monde dans ce que tu fais, si tout le monde s'en fout, ben... bah, il n'y a plus d'économie, quoi. L'économie, elle est basée sur le fait que les gens y regardent. Et si les gens regardent plus, ben... Sur l'adhésion. Ouais. Donc oui, bah écoute, on est café du commerce là. On est- Ah bah là, on a un peu dérivé, mais, ouais, c'est des choses qui m'intéressent aussi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Tu vois, la vidéo basket, par exemple, bah, c'est un aspect que je trouvais super positif et au fur et à mesure, notamment par exemple à l'utilisation qu'ils en ont fait à l'euro, que j'ai trouvé dramatique. Oh, non, mais Parce qu'ils vont. il y a une vraie ligne de faute. Enfin, je pense que. En plus, on a vraiment le contre-exemple devant nos yeux. Mais oui. On a vraiment le contre-exemple. Parce qu'en foot, honnêtement, en foot, c'est catastrophique. Moi, Ouais. moi, ça m'a gâché ma finale de Coupe du Monde 2018. Ah ouais. Ouais, franchement, parce que le but, la main sur le corner, sur une tête, mais il y a rien, quoi. Genre, on n'a rien créé. La balle,
touche un peu la main du mec, c'est pas une occasion, il y a rien, la balle va pas vers le but, machin. On se retrouve avec un penalty, donc tu pourrais dire ouais, je suis content, on a marqué, ouais, trop bien. Genre, on menait 2-0, il y avait un penalty qui tombe du ciel et un coup franc dévié. Putain, j'ai des attaches un peu avec la Croatie, c'est un pays que j'aime beaucoup parce que j'y ai des amis et tout, mais j'étais pas bien pour eux, hein. Ouais, J'étais pas bien pour eux. Alors après la deuxième mi-temps, et puis voilà, puis tu fais la fête quand même, évidemment, parce que ça a ça de plus, le sport, et les émotions partagées. Mais franchement, peut-être que aussi voilà, je vieillis et que c'est pas le même âge, mais ouais, les émotions ressenties n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir plus jeune en 98 ou en 2000, ou même en 2006, quand on perd sur le drama Zidane et tout. Parce que les émotions, c'est pas que la victoire, hein, les émotions, c'est aussi la défaite. Moi, la génération de nos parents, je pense que leur plus grande émotion sportive, 82. c'est peut-être si on parle de football, Schumacher qui déboîte 82. Battiston, Ouais, c'est un c'est sûr. truc qui, en termes d'émotion, qui est quasiment inégalable. Et c'est pourtant c'est synonyme de défaite. Donc c'est pour ça que ouais, cette direction-là, elle est dangereuse. Maintenant, c'est moi qui dis ça, ou toi, parce qu'on a connu ce qu'il y avait avant. Ceux qui vont arriver derrière, ils n'auront pas connu ce qu'il y a avant. Est-ce qu'ils vont peut-être trouver tout ça génial? Donc c'est là qu'il faut être capable de se remettre en question et puis de voir comment on drive, comment les gens, en tout cas, comment nous, on pense qu'il faut driver tout ça. Mais c'est des questions très compliquées. Très compliqué. Voilà. Surtout comme moi, tu vois, personnellement, quand tu commences à penser écologiquement, tout ça, par rapport à d'autres valeurs et d'autres problématiques qui rentrent en compte, ouais, tu te poses des questions. Mais bon, enfin, Ah bah c'est voilà. bien, c'est bien de se poser des questions. C'est ce qui fait avancer, il paraît. C'est ça. Bon, on a touché plein de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, dont tu voudrais parler? Ça, c'est une question un peu vague d'ailleurs. Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais non, non, Bon, mais c'était le non, bah but. écoute, je connaissais pas, moi, il y a quelques semaines de ça, ta ou votre initiative. Voilà, bah, encore une fois, il faut se rendre compte le temps que ça implique de regarder, de faire des analyses d'équipes diverses et variées sur différents niveaux, différents canaux. Donc bah, ça s'appelle la passion et c'est bien. Voilà, donc bravo. Et puis s'il y a quelques personnes qui écoutent ou regardent, j'espère qu'ils y auront trouvé de l'intérêt. Et puis voilà. J'espère, en tout cas, je pense, parce qu'il y a plein d'aspects dont on a parlé, dont on n'avait pas vu, et je savais que tu pensais comme ça et que tu avais plein de choses positives à apporter. Donc, je suis sûr qu'il y aura eu un intérêt. Et merci encore de m'avoir accordé ton temps et ta sagesse. Oula. C'était très appréciable. Non, j'utilise volontairement parce que je trouve que euh, parfois le monde du basket est aliénant. C'est-à-dire qu'il est un, unique et indivisible, et parfois bah, tout le monde se connaît un petit peu, etc. On a tendance à croire que les vérités qui sont à l'intérieur de notre petite bulle sont les vérités universelles. Je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans d'autres sports, d'aller voir dans d'autres industries, comment on travaille, comment on réfléchit, d'avoir cette ouverture d'esprit philosophique, historique, géographique, ce que tu veux, pour pouvoir ben, faire améliorer, apporter des idées intéressantes d'autres choses dans notre économie, notre façon de faire. Et je trouve que toute la continuité et le travail que tu fais et que vous faites à Blois, c'est aussi ces valeurs-là que tout le monde dit c'est trop bien quand ça arrive au bout, mais que personne n'a forcément envie d'entreprendre. En tout cas, aussi bien. Donc voilà. Ouais. C'était une façon pour moi Bah, de c'est mettre en valeur gentil. ça. Voilà, bah, encore bravo pour l'initiative et puis bon courage et du coup bah je suivrai encore un petit peu plus ce qui va sortir à l'avenir donc vivement la suite.